TikTok est en train de détruire l'art ou le réinventer? I just don't think this song is gonna go viral, so I didn't write it for TikTok! Find a way to celebrate your creation, your artwork that is not posting to social media. Artists are getting burnt out, they're leaving social media. Aujourd'hui, un algorithme peut décider de la carrière d'un artiste en seulement quelques heures. Une vidéo de 10 secondes peut rapporter beaucoup plus de visibilité qu'une exposition de 10 mois et la créativité est parfois sacrifiée pour coller au code de la viralité. Mais est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Dans cette vidéo, on va parler d'attention, de dopamine, d'algorithme et d'art, et surtout comment aujourd'hui un simple swipe peut changer à jamais la façon dont on perçoit une œuvre d'art. Bonjour à toi, je m'appelle Hashmi, je suis un jeune créatif et sur cette chaîne, on va parler d'art sous toutes ses formes. Est-ce que vous vous souvenez lorsqu'on disait tous « moi jamais je téléchargerai TikTok, c'est pour les ados, c'est pour les gosses » et au final, qu'est-ce qu'on a tous fait? Eh bien, on a téléchargé TikTok. Mais à la base, TikTok, ça s'appelait pas TikTok. L'application, elle s'appelait Musical.ly, elle a été créée en 2014 en Chine, et c'était surtout pour les adolescents, donc pour poster des vidéos courtes, fun, simples à filmer, de danse, de chorégraphie, ou simplement de playback. Et ce concept, qui est si facile, et ben, il a facilement cartonné, parce qu'il n'y avait pas ça avant. Et en parallèle, une autre application faisait son essor en Chine, c'est l'application Douyin, qui a été créée par l'entreprise ByteDance, et elle grandit super vite, au point d'atteindre 100 millions d'utilisateurs en 2017. ByteDance va racheter Musical.ly, l'a fusionné avec Douyin et créer ce qu'on connaît aujourd'hui, donc l'application TikTok. Alors qu'est-ce qui a fait le succès fulgurant de l'application TikTok? Tout d'abord il y a le format de vidéo, donc c'est court, fun et simple à consommer. Mais la vraie révolution, elle s'est jouée dans le mode de consommation. On swipe sans arrêt et surtout l'algorithme de TikTok, il apprend très rapidement ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Il nous sert exactement le contenu qu'on veut voir, parfois même avant qu'on sache nous-mêmes ce qu'on recherche. Et c'est pas du tout un hasard si on reste aussi longtemps sur l'application. En fait, à chaque swipe, notre cerveau va libérer un shot de dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir, et c'est hyper addictif comme modèle, tellement addictif que les autres réseaux sociaux ont essayé de copier ce modèle. Donc on a les shorts avec YouTube et les Reels avec Instagram. Mais TikTok n'a pas changé seulement la façon dont on passe le temps, ça a surtout transformé notre communication et notre création artistique. Depuis le Covid, TikTok est devenu le lieu où il faut être pour exister, pour créer, ou simplement pour partager. Il a imposé un nouveau modèle économique, cette fois-ci basé sur l'attention des utilisateurs. Plus vous regardez, plus vous rapportez. Et c'est ça qui attire autant de marques, de créateurs ou d'artistes sur la plateforme. Mais face à cette avalanche de contenu ultra rapide et ultra addictif, on peut se poser une question. Est-ce qu'un format aussi court est compatible avec la profondeur, la réflexion et la création artistique? Et c'est là tout l'enjeu. TikTok a tout changé, mais est-ce que cette nouvelle manière de consommer ne risque pas à terme de réduire notre rapport à l'art, à l'info ou à la culture générale? Comme le dit très bien un article de la revue Magazine, TikTok a eu un impact considérable sur l'industrie de la musique et la création artistique. Alors au plus fort de la pandémie, je sais pas si vous vous souvenez, lorsque tout était à l'arrêt, donc il y avait plus de concerts, il y avait plus de pièces de théâtre, il y avait plus d'opéra, TikTok c'est devenu le seul endroit où on pouvait créer, partager et même toucher un public de manière générale. Donc là je peux prendre l'exemple, je sais pas si vous vous souvenez du coup du concert de Travis Scott sur Fortnite, donc c'était vraiment un truc de ouf et c'était vraiment un move hyper intelligent de faire ça en live sur Fortnite, et il me semble du coup que le concert était aussi retranscrit en live sur TikTok si je dis pas de bêtises. Et contrairement aux autres plateformes, c'est sur TikTok que certains artistes ont réussi à faire percer leurs vidéos associées à leur son à une échelle vraiment planétaire. Mais TikTok, c'est pas seulement chargé de diffuser tout cela, c'est aussi chargé de créer toute une génération de créateurs au sens propre. Avant le Covid, faire carrière dans l'art, fallait forcément passer par les maisons de production, les castings et tout ce qui est associé à ça, donc c'est vraiment un schéma hyper niché et pas du tout accessible pour la plupart des gens. Et là, avec TikTok, pour la première fois, des jeunes gens ont pu porter leur création sur une plateforme et se faire entendre. Donc ça peut être des compositions musicales, des chorégraphies, des textes, des scènes de théâtre, du chant, vraiment tout type d'art. Et il y avait beaucoup de sketchs aussi, si je me souviens bien, il y avait beaucoup de sketchs. Donc des formes d'expression qui étaient autrefois réservées à un petit cercle restreint est devenues accessibles à tous. Et grâce à ça, des gens eux-mêmes ont découvert en eux un talent qui n'avait jamais vu. Et TikTok, il a aussi permis aux créateurs de franchir les frontières. Une chanson locale pouvait se retrouver dans les oreilles d'un ado au Brésil, une danse marocaine
pouvaient se retrouver sur le téléphone d'une coréenne, ça n'avait aucun sens. La plateforme a donc permis une diffusion de contenu culturel, mais à une échelle vraiment planétaire, en contournant complètement les circuits traditionnels. Et ça marche parce qu'en fait, la musique, la danse, l'humour, c'est des langages universels, c'est des langages qu'on peut se comprendre entre humains sur toute la planète. Donc là, je prends l'exemple de Kabil Lamé, c'est le TikToker qui a percé en faisant des vidéos où il parlait pas, il reprenait des vidéos d'autres personnes en les prenant en dérision. Il a réussi à faire ça sans dire un mot. Donc c'est ça le langage universel, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux et surtout TikTok sont devenus des lieux incontournables si vous cherchez à vous faire connaître. Et grâce à eux, la promotion d'une œuvre d'art est devenue beaucoup plus simple, directe et rapide qu'elle n'était auparavant. Et surtout, cette accessibilité, elle se manifeste aussi dans la diversité des œuvres artistiques proposées. On peut tomber sur un extrait de documentaire, juste après sur une vidéo de quelqu'un qui danse, juste après sur une vidéo de quelqu'un qui fait de la peinture, ça n'a vraiment aucun sens, mais c'est là le jeu de l'application. Et grâce à la viralité de ces contenus, même une œuvre ultra artistique et ultra atypique, elle peut tomber sur les yeux du grand public, tout simplement. Et tout cela en quelques heures. Les utilisateurs de TikTok adorent regarder les artistes au travail, une fascination sur la manière de travailler et l'avant de l'œuvre finalisée. Et ça a été précisé par Business Insider France en mars 2020. On adore l'idée de l'artiste maudit, du créateur solitaire, du créateur enfermé dans sa misère. Mais est-ce qu'on romantise pas un peu trop la pauvreté dans l'art? Parce qu'au final, les réseaux sociaux, ils pourraient permettre aux artistes de vivre de leur art, tout simplement, et c'est pas une mauvaise chose. Et Phoebe Clark résume très bien cette idée dans son article « L'artiste pauvre, identité sociale et artistique ». Donc elle écrit « La pauvreté de l'artiste semble parfois être une garantie de pureté morale, voire de qualité esthétique ». Et c'est vrai qu'on a tous cette idée en tête. Donc le peintre fauché, l'écrivain incompris, le musicien affamé, et parfois c'est vraiment pas un mythe, hein. Prenez l'exemple de Van Gogh. De son vivant, Van Gogh, il a vendu qu'une seule œuvre, La Vigne Rouge, qui a été vendue pour à peu près 400 francs belges, ce qui fait à peu près aujourd'hui 800 €. Et c'est pas juste une histoire de 19e siècle, si on prend aujourd'hui l'exemple du secteur des plasticiens, qui en est vraiment une preuve évidente. Entre 1991 et 2014, leur nombre a explosé de 30%, mais en parallèle, 53% d'entre eux vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, contre seulement 8% dans le reste de la population. C'est un truc de fou. Autrement dit, vivre de son art en 2025 est vraiment un défi majeur. Et dans ce contexte économique difficile, les réseaux sociaux sont donc devenus une véritable aubaine pour se faire connaître sans passer par exemple par les maisons d'édition, les labels et les boîtes de production. Et certains ont très bien compris ce potentiel, donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rediriger leur communauté TikTok vers des plateformes et des sites comme Etsy, qui va permettre de vendre leur art, de pourquoi pas faire des commandes personnalisées, ou tout simplement de lancer leur propre marque. Donc TikTok est devenu une vraie vitrine pour l'art contemporain et son algorithme y est pour beaucoup. Contrairement à Instagram, TikTok permet de proposer des contenus vraiment adaptés à l'utilisateur, là où d'autres plateformes comme Instagram sont saturées de publicité. Donc pour générer un flux ultra personnalisé, l'algorithme il va se baser sur tout ce que vous faites. Donc les vidéos que vous avez likées, le temps que vous avez passé dans certains commentaires et pas d'autres. Vraiment c'est à la milliseconde près, ils vont vraiment tout étudier pour vous proposer le contenu qui vous correspond le mieux tout simplement. Et ça fonctionne tellement bien que parfois vous pouvez entrer dans des mini-communautés. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, donc ils peuvent vous dire welcome to Art TikTok. Désolé pour mon accent, c'est vrai que c'est pas ouf. Ou sinon ils peuvent vous dire welcome to Book TikTok. Donc c'est vraiment des micro-communautés où vous pouvez atterrir et ça vient d'un flux ultra personnalisé. Donc c'est vraiment des espaces non officiels, mais les personnes peuvent s'y retrouver entre guillemets sans faire exprès. Vous l'avez bien compris. Donc ils peuvent s'y retrouver, partager leur art entre eux et se soutenir. Ce tremplin de visibilité sur TikTok, ça a aussi permis aux gens de rediriger leur communauté sur d'autres plateformes, entre guillemets beaucoup plus stables et où la notoriété peut rester beaucoup plus longtemps. Donc par exemple les rediriger sur leur page Instagram ou sur leur chaîne YouTube. Et du coup TikTok il a pas seulement changé la façon dont on découvre l'art, ça a aussi changé la façon dont l'artiste échange avec son public.
ou ses spectateurs. Donc aujourd'hui, les artistes ils peuvent publier en temps réel sans forcément passer par des intermédiaires, des financements, des galeries, donc tout se fait en un clic. Et donc les retours sont instantanés et les artistes ils peuvent regarder les commentaires, s'inspirer, regarder les critiques pour faire évoluer leur prochaine œuvre d'art. Et donc on est plus face à un public qui est passif, on est sur un public qui va poser des questions, faire des commentaires, émettre des critiques, donc ils vont même influencer tout le processus créatif. Et c'est cette dynamique qui va créer une communauté vivante autour de l'art où chacun va vraiment jouer un rôle, que ce soit le spectateur, mais aussi l'artiste. Et l'art, il se regarde plus simplement, il se vit, il se commente, il se construit ensemble. Ces plateformes, elles sont vraiment devenues des galeries artistiques numériques, donc sont vraiment devenues des galeries numériques où même une œuvre atypique, originale ou marginale peut trouver son public et peut toucher une masse aussi. Et du coup, l'engagement de ces créateurs avec le public, ça peut créer des réseaux riches d'échanges et d'idées. Donc ce partage de critiques, d'idées, d'émotions, ça fait pas non seulement accentuer la visibilité de l'artiste, mais ça fait aussi évoluer toute la culture artistique en elle-même. Et des tendances visuelles peuvent émerger de ces discussions-là. C'est vraiment réel. On assiste donc à une démocratisation de l'art dans sa généralité grâce aux réseaux sociaux. Donc grâce à ça, aujourd'hui, les artistes ils peuvent échanger leurs idées à distance, collaborer et co-créer ensemble sans même se voir physiquement. Donc les réseaux sociaux sont vraiment devenus des ateliers partagés à une échelle mondiale. Donc ces émergences de nouvelles tendances vont vraiment bousculer tous les codes de l'art qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça va vraiment devenir un espace d'expérimentation libre, sans contrainte de format et surtout sans validation institutionnelle. Et du coup les frontières esthétiques elles vont venir s'estomper. Donc maintenant les artistes ils vont vraiment venir s'inspirer de la culture d'internet en elle-même pour créer leur art. Donc là je prends des exemples ultra nichés, donc on a le glitch art, on a l'élément visuel et on a aussi des esthétiques lofi ultra codées. Donc ces styles ils vont vraiment venir refléter parfaitement les préoccupations, les obsessions et les émotions d'une génération ultra connectée. Donc là j'ai l'exemple des sacoches WinRAR de la marque Tern, je sais pas si vous avez entendu parler. Voici la sacoche dont je suis le plus fier, car elle représente toute mon enfance derrière un ordinateur. Quand j'étais petit, j'utilisais le logiciel WinRAR pour ouvrir mes jeux vidéo et mes musiques. C'est pourquoi j'ai voulu faire l'exacte réplique du logo, mais dans la vraie vie. Vous l'avez compris, on va collaborer avec WinRAR pour des vêtements. Donc tout cela se fait vraiment à une vitesse incroyable, donc cette culture d'internet elle évolue très vite. Aujourd'hui les réseaux sociaux ils sont pas gratuits par hasard. Le modèle économique il se base sur une seule chose, ça va être notre attention. Et pour capter notre attention, ils sont prêts à investir des milliards et des milliards. Leur but, c'est d'exploiter les mécanismes de notre cerveau pour qu'on soit toujours scotché à nos téléphones. Chaque réseau social va fonctionner avec un algorithme. Un algorithme, c'est quoi? C'est un système informatique qui va sélectionner le contenu que tu peux aimer sur ton feed. Et il va se baser sur tes datas ou tes comportements. Donc ce que tu likes, où est-ce que tu habites, combien de temps t'as passé sur un commentaire, quelle vidéo t'as mis en favori, quelle vidéo t'as envoyé à tes amis, genre vraiment tout. Et du coup, tous les réseaux sociaux, ils sont en compétition pour développer l'algorithme le plus performant qui puisse être. Pendant longtemps, Facebook, Snapchat, Twitter dominaient le jeu. Mais TikTok a tout chamboulé. Et TikTok, du coup, a été beaucoup plus efficace puisqu'elle a supprimé une étape essentielle, c'est le choix du consommateur. Sur YouTube par exemple, tu peux arriver sur la page et voir des dizaines et dizaines de vidéos avec des têtes qui te sont familières, tu sais pas trop quoi choisir et tu vas passer 20 minutes. Pareil pour Netflix, tu peux passer des heures à trouver un bon film, à scroller, à regarder ce que tu pourrais potentiellement aimer, les bandes annonces, alors que TikTok a supprimé cette étape essentielle, tu n'as plus le choix. Dès que tu rentres sur l'application, tu consommes déjà une vidéo. Chaque swipe va affiner ton algorithme et plus tu vas avancer, plus ta For You page va vraiment se transformer en miroir de toi-même. Elle sait même ce que tu veux avant même que toi tu le saches. Ce système il va te déresponsabiliser du choix, ce qui va rendre le temps pour toi un peu invisible et tu ne vois plus les heures passer. C'est ça que les applications veulent. Certains artistes vont vouloir dire oui mais je vais dompter l'algorithme pour booster ma visibilité. Sauf que non, ils vont essayer de faire coller leur contenu au format qui vont marcher sur TikTok et pas par inspiration. Mais en s'adaptant trop aux algorithmes, les artistes vont finir par édulcorer leur style, changer leur identité visuelle, tout ça pour plaire au système finalement. Mais les réseaux sociaux ils vont pas mettre en avant le plus créatif, ils vont mettre en avant le plus clivant, celui qui est facile à consommer et celui qui va avoir plus de viralité. Et c'est là que le problème commence. À chaque swipe, à chaque vidéo que tu vas regarder, ton cerveau va sécréter de la dopamine. Donc c'est le neurotransmetteur associé au plaisir, associé à la récompense. Et ça TikTok l'a très bien compris. Et le fonctionnement est simple. Plus tu scrolles, plus ton cerveau va s'adapter à ce cycle de récompense rapide. Et in fine, tu vas développer une certaine addiction à ces mini-séquences de satisfaction instantanée. Tu ne scrolles plus par envie, mais par réflexe. Et paradoxalement, ton cerveau va en vouloir toujours plus, mais tu vas de moins en moins apprécier les moments. Tu vas être de moins en moins sensible à cette dose de dopamine. Et c'est vraiment là que ça devient inquiétant. Quand tu regardes un film aujourd'hui, je sais pas si t'as eu l'impression, ce moment gênant, où au bout de 10 minutes de film, t'as envie de scroller sur ton téléphone, soit sur TikTok ou sur X, et t'as l'impression que le rythme du film est un peu trop lent. Et ça, c'est parce que ces œuvres, au final, elles sont pas assez dopaminées. Un film, c'est pas fait pour flatter l'ego d'un algorithme. Il est conçu pour être ressenti, compris,
ou simplement transmettre des émotions. Et ça prend du temps, de la patience et de la réflexion malheureusement. Et ce mécanisme de gratification instantanée, il pourrait avoir un effet sur le long terme, ça serait nous désensibiliser à l'art. Et à force d'être nourri au contenu rapide, notre cerveau il devient de moins en moins réflexif à toutes les œuvres qui vont être plus lentes, plus réfléchies et plus complexes ou simplement plus humaines. Et la question que je me pose, c'est est-ce que dans quelques années, notre cerveau il sera encore capable de ressentir les œuvres d'art, même si elles correspondent plus au code des algorithmes. Aujourd'hui, un simple post sur les réseaux sociaux peut changer le destin d'un artiste pour toute sa vie. Un visuel qui marche, ça peut être vraiment signe d'une notoriété qui va être éclair. Mais est-ce que la viralité, elle est vraiment bénéfique pour l'art finalement? Lorsqu'une œuvre devient virale, elle va tomber dans les mains du grand public, mais aussi dans la main des professionnels. Donc ça peut être les critiques, les curateurs, les galeries d'art ou les institutions. Du jour au lendemain, tu peux passer de l'anonymat à la lumière et gagner en crédibilité, en notoriété en un temps éclair. Mais il y a un revers à cette vitesse, parce que sur les réseaux sociaux, tout va très vite, mais tout peut s'arrêter très vite aussi. Et il y a d'autres risques plus insidieux, comme tomber dans cette course au buzz toujours plus. I just don't think this song is gonna go viral, so I didn't write it for TikTok! I don't write music for TikTok, I write music to make meaning out of my personal experiences, and then I end up with a 3 or 4 minute long musical expression of my authenticity in the hopes of connecting to others through art. Créer non plus par passion, mais seulement pour l'algorithme, chercher à plaire plutôt qu'à s'exprimer. Et cela peut avoir des effets dans l'artiste, donc édulcorer son style, sauter d'une tendance à l'autre, adapter son format à ce qui marche, tout ça pour rester visible. Là, on parle plus trop d'art, on parle de contenu optimisé, donc calibré pour plaire à tout le monde, et au final, on plaît à personne en profondeur. Artists are very sensitive and they care about purity. And when you throw the algorithm into artwork, it really impacts its ability to be pure. The whole algorithm is based on trying to get exposure. And art is not all about getting exposure. It's also about getting into people. Like what I like to say is it's not just about getting your work out there, it's about getting your work in there. That's what art is about. Aujourd'hui, on n'a jamais vu autant d'artistes émerger en ligne. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, n'importe qui peut partager son travail, gagner en audience, se construire une audience et pourquoi pas vivre de son art. Mais est-ce qu'on serait pas en train d'atteindre un point de saturation à force de voir des centaines et des milliers de talents éclore chaque jour? On peut se poser une question. Est-ce que tous ces artistes ils pourront vraiment exister dans ce paysage numérique? Ou est-ce qu'on assiste à une forme de brouillage créatif où on a du mal les uns les autres à sortir du lot? Et cette saturation elle va entraîner une forme de concurrence invisible mais bien réelle. Pas sur la qualité ou la sensibilité artistique, mais sur les nombres. Qui a le plus de likes, qui a plus de followers, qui crée le plus d'engagement avec son audience. Les réseaux sociaux, ils ont transformé cette reconnaissance artistique en compétition de l'attention. Find a way to celebrate and cherish your creation before you post it online and share it with people. This is an extra step that's gonna save your sanity, because now you're not relating the successfulness or impact or importance of your creation based on how many likes, how many views you're getting from social media. The creation itself is something to be celebrated, is something that's impactful, is something that you spend hours and hours to ideate and put it on paper and create. That itself is a work of magic. Et dans cette course effrénée, certains artistes plus petits peuvent se sentir invisibilisés et ne savent pas quoi faire. Et ça, peu importe la valeur de leur travail. Et in fine, beaucoup de créateurs vont finir découragés par ce système. Ils ne vont plus partager leur art par peur de ne pas percer ou parce que leur contenu va pas plaire à l'algorithme. Et d'autres vont changer leur manière de créer, non pas par passion, non pas par art, mais pour correspondre avec un format qui va matcher avec l'algorithme. Ils vont faire des vidéos ultra rapides, esthétiques, essayer d'être viral, tout en utilisant les musiques tendances du moment. Et lorsqu'un artiste commence à créer non pas pour transmettre, mais pour percer, c'est là où il commence à se trahir artistiquement. Il va perdre son identité et oublier pourquoi il a commencé à créer. La pression de la visibilité devient un filtre, et dans ce filtre, tout ce qui est lent, complexe, subtil, expérimental, va finir écrasé malheureusement. Est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser les réseaux sociaux en tant qu'artiste ? Non, il faut garder en tête que l'algorithme, c'est un outil, c'est pas le but en soi. Créer pour l'algorithme, c'est risquer de faire de l'art jetable. Créer pour soi, pour les autres, et avec sincérité, c'est là qu'on va vraiment se souvenir de toi pour ta juste valeur. La communauté sur internet, c'est un paradoxe qu'on voit de plus en plus souvent. On parle souvent de communauté artistique qui est censée être un endroit bienveillant, ouvert à tous, libre, créatif. Mais quand on regarde de plus près, on peut se rendre compte que sur internet, cette communauté elle peut être assez toxique. Il suffit que sur les réseaux, un jeune artiste sort du lot avec un style un peu différent, un peu naïf, et là c'est une avalanche de commentaires négatifs. Ce qui est vraiment choquant, c'est que ces critiques parfois viennent même pas du grand public, mais d'artistes eux-mêmes. On parle pas de critiques constructives là, on parle vraiment de tacles
gratuit, bête et méchant. Il y a donc aucune nuance, et parfois c'est juste parce que le style est différent. C'est juste parce que le style est différent et qu'il colle pas aux tendances actuelles. Et les plus visés, malheureusement, ça va être les artistes débutants qui vont essayer, qui vont tenter, qui vont poster, et qui vont se recevoir le revers de la médaille. Et certains ils vont se faire humilier sur des duos TikTok ou même des threads sur Twitter. Et malheureusement ça va décourager certains artistes de partager leur art à cause de cette communauté artistique. Et c'est là que ça devient triste parce qu'à la base l'art, c'est pas une compétition, c'est une forme d'expression, de liberté et de vulnérabilité. Et quand la communauté devient élitiste, moqueuse et fermée à la différence, c'est là où elle va trahir ses valeurs. Et ce manque de bienveillance, il va créer un climat où les artistes auront du mal à se montrer. Ça va créer un climat où l'expérimentation elle sera difficile. Ce qu'il faut apprendre, c'est que la différence, surtout dans l'art, c'est une richesse. On n'est pas obligé d'aimer tous les styles, mais on se doit de rester poli, courtois, et si on veut critiquer, qu'on le fasse de manière constructive au final, pas pour juste tacler pour tacler. Les plateformes comme Instagram, TikTok ou Pinterest vont mettre en avant les œuvres, mais par rapport à leur popularité. Donc, in fine, ça va être les contenus les plus viraux, qui vont ressortir et qui vont être plus tape à l'œil que les autres. Donc pas forcément les plus profonds et les plus innovants. L'algorithme il cherche pas à savoir si l'œuvre est bonne d'un point de vue artistique, il cherche à savoir s'il va retenir notre attention ou non. Et tout ça a des conséquences. Donc la critique d'art classique, professionnelle, va devenir invisible. Et pire encore, c'est les critiques d'art qui se retrouvent à courir après les tendances des réseaux sociaux, non l'inverse. Et quand une œuvre devient virale, même les professionnels vont commencer à s'y intéresser. Pas forcément pour sa valeur artistique, mais juste pour être dans le coup et pour que ça marche. Et cette logique, elle va mener à une uniformisation. Ce sont toujours le même type d'œuvres qui vont fonctionner au final. Et petit à petit, les styles qui demandent un peu plus de temps, un peu plus d'analyse, qui sortent des sentiers battus, vont disparaître malheureusement. Un autre effet de cette révolution technologique des réseaux sociaux, c'est que maintenant n'importe qui peut devenir un critique. N'importe qui maintenant peut donner son avis sur l'art de manière objective. On n'a plus besoin forcément d'un bagage culturel. Maintenant avec un simple commentaire, on peut émettre un avis positif ou négatif ou juste tacler. Oui, tout ça, ça nous permet de démocratiser l'art, mais on peut quand même se poser une question. Est-ce qu'on est en train de juger les œuvres pour ce qu'elles sont réellement ou pour ce qu'elles rapportent en visibilité ? Si on laissait les algorithmes devenir les nouveaux curateurs, on perdrait une partie de la richesse, de la nuance et de la diversité qu'apporte une critique artistique. Parce qu'au final, l'art ne devrait pas seulement plaire à l'instant, il devrait résonner, déranger, questionner et surtout rester dans le temps. Et si les réseaux sociaux n'étaient ni une solution, ni un ennemi, mais un moyen. Je sais pas si vous vous souvenez de la trend Adult Swim qui est sortie en 2021 sur TikTok. C'était des vidéos hyper stylées avec un aspect assez nostalgique, donc il y avait toujours une ambiance et un texte glissé à la fin où on pouvait reconnaître le logo iconique AS Adult Swim. Mais d'où ça vient cette trend? Pour ceux qui savent pas, Adult Swim de base c'est un créneau en fin de soirée sur la chaîne de Cartoon Network pour mettre en avant le fait que ça va être des contenus qui vont être destinés à un public plus mature, donc un peu plus grand. On peut y retrouver des séries cultes comme Rick et Morty, Cowboy Bebop ou encore Robot Chicken. Donc c'est vraiment la crème de l'animation décalée qu'on connaît. Et entre les épisodes, donc la chaîne allait diffuser des petits bumpers, on va appeler ça des bumpers, qui vont permettre de dire au public que le programme va bientôt reprendre. Au début les bumpers c'était surtout des scènes au bord de piscine, donc Adult Swim, pour ceux qui parlent anglais. Mais on y voyait à chaque fois le maître nageur dire tous les enfants hors de l'eau, donc pour faire comprendre que c'est fini pour les enfants là. All kids out of the pool for Adult Swim. All kids out. Adult Swim. All kids out of the pool. Mais rapidement, ces bumpers, ils ont pris une tournure beaucoup plus créative qu'on allait le penser. Donc parfois c'était plus ou moins un style absurde, parfois c'était plus ou moins un style minimaliste, mais toujours avec une espèce d'atmosphère un peu étrange, un peu hypnotique. Et à la fin, on retrouvait toujours le logo AS Adult Swim qui apparaissait en bas de l'écran. Et en 2021, justement, sur TikTok, ces bumps, ils ont eu un retour fracassant. Donc c'est arrivé comme un raz-de-marée. Un utilisateur au nom de Subvano a publié un remix de Time Moves Slow, et de fil en aiguille, la trend, elle est née autour de ce morceau. Et c'est à partir de là que des milliers d'utilisateurs ont commencé à créer leur propre bump Adult Swim, en mêlant minimalisme, absurdité, mais tout en gardant ce côté hypnotique et tout en gardant ce logo AS qui est iconique. Et au final, ça rend vraiment le truc assez poétique, cette trend qui est née. Je pense que c'est une des meilleures trends, à mon avis, sur TikTok. Le principe est simple, tu vas tourner une petite scène avec un twist, que ce soit visuel ou émotionnel, et t'essayes de glisser subtilement
le logo AS Adult Swim dans ton récit. Et très très vite, c'est devenu une compétition artistique, donc qui va être le plus original, qui va être le plus fidèle à Adult Swim, qui va être le plus nostalgique. C'était vraiment un truc de fou. Et les créateurs, pour ça, ils ont redoublé d'inventivité, donc on a vu des trucs hyper travaillés, des effets spéciaux faits maison, des tournages un peu plus cinématiques, donc c'était vraiment un truc de fou. Et même la chaîne Adult Swim s'est prêtée au jeu et a publié sa propre version de la trend. Donc ça, c'est un peu un signe pour montrer aux créateurs que vas-y, vous pouvez continuer. Donc c'est un peu le message d'Adult Swim. Et c'est là qu'on voit que la boucle est bouclée. Et cette trend, mine de rien, elle dit quelque chose de profond sur les réseaux sociaux. C'est pas juste, que TikTok n'est pas juste une application pour faire du playback ou pour danser. C'est simplement un terrain d'expression artistique. Et cette trend, Adult Swim, elle va montrer que les réseaux sociaux, au final, ce sont juste des véritables laboratoires d'expérimentation visuelle et sonore. Mais comme je l'ai dit, les réseaux sociaux, c'est pas une fin en soi. Elles ne garantissent pas l'art, ils vont pas remplacer ton intention artistique. Tout dépend de ce qu'ils vont faire avec. Tu peux faire une trend et que ça soit vraiment vide de sens et que tu fais ça par cupidité ou par envie de faire des vues, ou tu peux créer quelque chose de sincère où tu as envie de transmettre des émotions et créer quelque chose vraiment d'artistique et de pousser créativement. Et cette trend Adult Swim, c'est vraiment plus qu'un buzz, c'est pour aussi mettre en avant cette créativité collective qu'on a tous en nous. Et tout ça naît d'un héritage télévisuel qui a été remixé à la sauce internet. C'est vraiment un truc de fou. Et ça nous rappelle une chose, c'est que ce n'est pas les outils qui font l'artiste, mais la manière dont ils les utilisent. On entend souvent dire que les réseaux sociaux détruisent l'art, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que c'est juste une simple évolution technologique, comme l'homme avec un grand H en a toujours connu? Les grandes révolutions et évolutions technologiques ont toujours bouleversé nos habitudes depuis la nuit des temps. Et à chaque fois qu'une nouvelle technologie va arriver, c'est tout un pan de la société qui doit malheureusement s'adapter à cette technologie. Parfois ça peut être dans la douleur et souvent c'était dans la confusion. Et c'est ce qu'on appelle du coup les technologies radicales qui sont nées des révolutions industrielles et sociales. Et elles fonctionnent sur un principe bien connu des économistes, c'est la destruction créatrice. En gros, ça veut dire qu'on va détruire des anciens modèles pour en créer des nouveaux. Prenons l'exemple d'un téléphone. Au début, un téléphone, c'était juste pour appeler, envoyer un SMS et à la limite jouer au Snake, mais c'est devenu un véritable couteau suisse numérique. On en a tous besoin, que ça soit du plus jeune au plus âgé, on a dû s'adapter face à cette arrivée de cette évolution technologique. Et au final, c'est devenu un objet central de notre quotidien. Et même ceux qui n'étaient pas spécialement fans ont dû s'y mettre au bout d'un moment, que ça soit pour le travail, rester en contact avec des personnes, checker son compte en banque, c'est vraiment, on n'a plus le choix, on est obligé de passer par nos téléphones. Et ceux qui essayent de vivre sans téléphone sont vraiment malheureusement en marge de la société. Et c'est exactement la même chose pour les réseaux sociaux. On peut les critiquer, essayer de les pointer du doigt, essayer de pas s'y mettre, mais au final ils sont là et on doit s'y faire. Et ils vont venir redéfinir en fait les règles du jeu tout simplement. Que tu sois un artiste, un journaliste, un écrivain, un entrepreneur, au final t'es obligé de t'adapter à ton environnement et à ce qui arrive. Car au bout d'un moment, ne plus être présent en ligne, c'est ne plus exister, que ça soit dans la sphère sociale ou professionnelle. Alors au final, est-ce que les réseaux sociaux ils détruisent l'art? Personnellement je pense pas, mais je pense que les artistes doivent repenser leur rapport aux outils en général. Les réseaux, ce sont pas des finalités, ce sont des médiums, des outils puissants. Mais ces outils puissants ne doivent jamais devenir des chaînes. Le plus essentiel aujourd'hui, c'est que les artistes arrivent à adapter les réseaux sociaux et à les incorporer à leur démarche, mais en même temps, ils doivent prendre du recul par rapport à ça. Il ne s'agit plus de créer pour l'algorithme, mais de comprendre comment les réseaux sociaux peuvent servir la démarche artistique sans pour autant la dénaturer. Et c'est comme tout avec la technologie, ceux qui s'adaptent rapidement vont créer des nouveaux territoires d'expression, et ceux qui la subissent malheureusement vont se retrouver à l'écart. Et ça, non pas parce qu'ils sont mauvais, et c'est parce que les codes ont changé tout simplement. Et si je vous disais que c'est pas seulement les réseaux sociaux qui ont bouleversé le monde de l'art, mais aussi l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle remet en cause beaucoup de piliers, des fondamentaux dans notre démarche artistique. Ça peut être la créativité, l'expression personnelle ou encore ce problème de droit d'auteur. On parle d'algorithmes capables de créer des œuvres originales, que ce soit de la musique, des poèmes, de la peinture, mais ce sont aussi des outils prédictifs capables d'analyser les tendances du marché artistique pour anticiper par la suite ce qui va marcher. Et donc l'IA ne se contente plus d'observer l'art, elle le produit, l'optimise et parfois même le remplace. Et là on se pose la question intelligemment, après les réseaux sociaux, est-ce que l'intelligence artificielle va pas être en train de détruire l'art, ou est-ce que c'est seulement une étape, une évolution naturelle dont les artistes vont tout simplement devoir s'adapter? Et ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo YouTube. Au final, TikTok n'est ni l'ennemi ni le sauveur de l'art. C'est un outil puissant, parfois instable, mais surtout contradictoire. Il peut propulser un artiste d'inconnu à pleine lumière, tout comme il peut formater les créateurs à produire pour l'algorithme et non plus pour leur vision. Il crée des opportunités certes, mais il impose aussi les codes et les règles du jeu. Alors la vraie question, c'est pas savoir si TikTok détruit l'art, mais si les artistes sont prêts à s'adapter sans forcément se trahir. Est-ce qu'ils sont prêts à tirer parti de la viralité sans sacrifier leur profondeur? Est-ce qu'ils sont prêts à rester sincères dans un monde où tout devient contenu? Parce que si demain l'art se vit sur TikTok, faisons au moins en sorte qu'il y garde une âme.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Hashmi et à la prochaine. Ciao.